Bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour cet après-midi pour parler de la quête de sens des jeunes en emploi. On lit partout et depuis plusieurs années maintenant, de plus en plus de jeunes se questionnent sur leur rapport au travail. C'était une réflexion pardon, qui frémissait avant la pandémie, avant le Covid, mais qui est désormais de plus en plus forte. Et les jeunes veulent désormais un emploi qui a du sens, qui leur ressemble et qui porte justement leurs valeurs. Alors pour évoquer ce sujet, je serai entouré de Arthur Duménil, directeur associé chez Calmon Partner Executive Search. Bonjour Arthur. Et Pierre Caïron, officier de marine et chargé de relations école. Donc, bonjour à vous deux, mais Arthur, vous qui êtes souvent au contact de jeunes actifs dans votre travail, parce que vous êtes en cabinet de recrutement et de conseil notamment, justement, comment vous voyez cette quête de sens? Comment ça se traduit? Et effectivement, est-ce que c'est quelque chose de très prenant sur la nouvelle génération? Est-ce qu'ils se questionnent beaucoup? Bonjour à tous. Oui, effectivement, souvent, en tout cas, les jeunes diplômés vont pas du tout avoir la même approche que même moi il y a quelques années auparavant. Ils vont faire beaucoup plus attention, notamment à tout ce qui va être équilibre entre la vie professionnelle et la vie au bureau, hein, c'est-à-dire le temps consacré à leur travail et pour leur loisir. Vous avez également, un point qui revient de plus en plus aussi, et ça on retrouve souvent en plus sur le site des entreprises, hein, c'est-à-dire tout ce qui va être démarche RSE, donc les engagements qu'on va proposer aux collaborateurs dans leur univers, dans leur travail, et même dans les métiers qui parfois peuvent être considérés comme très intenses. Je pense notamment au conseil, à la finance, ce genre de choses, donc qui sont nos clients, hein. On a de plus en plus de clients qui, eux, justement, essaient de mettre en avant des engagements en parallèle de leur activité pour aussi attirer les jeunes talents, pour les garder surtout, parce que c'est toujours ça aussi qui est compliqué. Et donc, effectivement, oui, pour les plus jeunes, de plus en plus, on va avoir ce souci, effectivement, de conjuguer valeur et puis son travail, son emploi dans la vie de tous les jours, quoi. Et justement, c'est très prenant dans le monde de l'entreprise, on en parle de plus en plus, mais on sait aussi que dans l'armée, c'est une valeur centrale, enfin l'engagement, la quête de sens, parce qu'on parle justement de s'engager dans l'armée. Et justement, que recherchent les jeunes qui viennent chez vous à l'armée? Est-ce que justement, on peut allier cette quête de sens en arrivant chez vous à la Marine nationale en particulier? Alors, merci pour cette question. Alors, c'est vrai que c'est une question assez paradoxale, puisqu'on est dans une période où on est tiraillé à la fois avec cette volonté de se sentir libre, alimenté par les réseaux sociaux, où en fait on va rentrer dans une entreprise, y rester 2-3 ans, changer, puis essayer des nouvelles choses. Et en même temps, on a quand même de plus en plus de jeunes qui nous rejoignent pour avoir un cadre, pour pouvoir naviguer, découvrir l'environnement militaire de la marine, parce qu'ils savent que derrière, c'est un esprit d'équipage, c'est découvrir de nouveaux horizons, c'est découvrir de nouveaux métiers, avec la possibilité de pouvoir changer de métier au sein de la marine, de pouvoir progresser en interne, et avec un certain sens de la mission, en fait. Et ça, c'est important, c'est ce qu'on recherche chez les candidats qu'on recrute et qu'on essaie d'alimenter régulièrement. Et pour ça, il faut aussi faire ce travail de recherche, aller chercher l'information, rechercher l'actualité, se renseigner, même au niveau géopolitique. C'est des choses qui peuvent être tout à fait accessibles à tout niveau, mais pour aussi savoir dans quoi je m'embarque et quel va être le sens de ma tâche en fait dans mon métier, que je sois marin-pompier, que je sois mécanicien ou que que je travaille dans le domaine de la cybersécurité. Quelle est la finalité de ma mission? Donc ça, c'est un travail à faire auprès de chacun, mais qui se ressent en tout cas dans tous les marins de la Marine nationale. Et justement, ce qui est intéressant, c'est à propos du sens de la mission, parce que autant peut-être que pour l'armée, ça peut paraître peut-être plus évident que pour d'autres professions. Si je prends le cadre, je sais pas, d'un auditeur, d'un analyste financier, d'un comptable. Ce qui est intéressant aussi, en tout cas pour les plus jeunes, et ça c'est ce qu'on observe nous de plus en plus sur les missions sur lesquelles on peut travailler, en tout cas de la part des jeunes diplômés, des gens qui ont 2, 3, 4 ans d'expérience, ce qui va être super important, au-delà du métier que vous allez faire, c'est comment vous allez le faire. C'est-à-dire comment vous allez être exposé, par exemple, auprès de vos clients ou auprès de vos supérieurs. Et ça, c'est quelque chose sur lesquels, justement, les entreprises font de plus en plus attention. Et où, même dans les très grands groupes qui, parfois, sont peut-être plus hiérarchisés, on va essayer de faire de plus en sorte que les plus jeunes puissent être davantage exposés.
Et justement aussi dans les plus petites structures, ce qui est intéressant justement, c'est que très souvent, comme les pyramides sont moins importantes, et ben, les profils les plus juniors peuvent justement peut-être davantage s'épanouir parce que le poids de la hiérarchie est moins grande et donc avoir une montée en compétences qui va être beaucoup plus rapide. Donc parfois, ce qui est intéressant en tout cas pour les étudiants, c'est pas forcément toujours aller chercher le plus gros nom de société. En revanche, ça va être d'aller chercher l'entreprise qui peut-être pourra vous offrir la courbe d'apprentissage la plus intéressante. Et donc souvent, ça passe par effectivement le degré d'exposition ou le niveau de responsabilité qu'on pourra vous offrir. Et souvent dans des équipes plus étroites, plus réduites, bah forcément, numériquement, vous êtes un maillon de la chaîne qui est beaucoup plus important que dans une équipe de 20-30 personnes, quoi. Et justement, la quête de sens, on l'a aussi nous beaucoup écrit au Figaro, arrive souvent quand on est en emploi, quand on est déjà dans le milieu et on se pose des questions, bah, pourquoi en fait je suis là? Quelles questions devrait se poser justement un jeune qui aujourd'hui est en train de choisir son futur cursus? Quelles questions selon vous il faudrait se poser? Est-ce que vous êtes d'ailleurs posé ces questions au moment où vous avez choisi vos carrières respectives? Et voilà, qu'est-ce qu'il faut se poser comme question? Alors bah, évidemment, très bonne question. Je pense que ça va toucher tous les parents d'enfants ici. En fait, pour moi, il y a deux types de personnes. Il y a ceux pour qui c'est une évidence depuis leur jeune enfance, notamment pour l'engagement au sein des armées. Bah, l'évidence, j'ai envie de dire, c'est une chance. Parce qu'au moins, vous savez où vous allez et vous savez pourquoi vous le faites. Pour d'autres, et sûrement la majorité, c'est beaucoup plus compliqué d'aller chercher cette quête de sens. Alors, pour moi, ça passe par plusieurs étapes. Il y a d'abord la question de savoir ce que vous voulez faire. Qu'est-ce qui est important pour vous? Donc en fait, ça va vous amener à prioriser des choses. Est-ce que ça vous aimez? Ça vous aimez pas? Est-ce que ça c'est important? Est-ce que ça ne l'est pas? Là, vous savez, quand vous savez à peu près où vous allez pouvoir vous poser la question de l'engagement pour les armées, pour les sapeurs-pompiers, etc. Cet engagement-là, évidemment, il impose certaines contraintes. En tant que militaire, vous êtes soumis au statut de militaire qui vous demande d'être disponible, qui vous demande un certain devoir de réserve, qui vous demande des responsabilités. Donc ça, il faut aussi y être préparé. C'est des questions qu'il faut se poser, j'ai envie de dire, à froid, tranquillement, dans sa chambre. Et ensuite, c'est, pour mon cas, pour la marine, c'est aussi vous poser des questions, savoir si vous êtes prêt à embarquer. Est-ce que naviguer, ça vous plaît? Est-ce que travailler en groupe quotidiennement, ça vous plaît? Ou est-ce que vous êtes plutôt solitaire? Est-ce que vous allez rechercher l'opération, l'adrénaline? Ça, c'est des questions vraiment à vous poser. Et une fois que vous avez les réponses à tout ça, peut-être que vous allez rechercher l'information, essayer une préparation militaire, marine, qui plus est. Et peut-être que derrière, pour certains, naîtra une vocation. Ça, je l'espère évidemment. Mais ça passe vraiment par un questionnement presque organisé, je pense, pour savoir ce qu'on veut, ce qu'on veut pas. Et voilà. Oui, et puis il faut aussi en fait un peu expérimenter. Alors, bon, moi je suis fils de militaire, hein, donc c'est un monde que je connais aussi bien. Effectivement, là vous avez cette notion de vocation qui est assez évidente. Moi, pour le coup, j'ai expérimenté, on va dire, un peu une reconversion. C'est-à-dire qu'à l'époque, après mon école de commerce, j'étais rentré dans la finance, donc dans les banques d'investissement, comme on dit. Voilà, je travaillais très très longtemps le soir, la nuit. Et en fait, il y a un moment où je me suis rendu compte que j'étais absolument pas heureux. C'est-à-dire que je gagnais certes très bien ma vie, c'était très intéressant, très stratégique, blablabla. Mais en tout cas, j'étais pas heureux. Et j'allais au bureau, la boule au ventre. Enfin, bon, c'était pas évident. Et en fait, il y a un moment où justement, je me suis dit qu'il fallait que peut-être que je revoie un peu ma copie. Et c'est pas évident quand on a fait des études pour un métier, qu'on a fait tous ces stages dans ce domaine, qu'on a quand même déjà fait pas mal de sacrifices. Et en fait, c'est justement en étant un peu curieux et en allant discuter avec d'autres, en essayant de me dire qu'il pouvait y avoir un peu autre chose que de la finance, que j'avais rencontré justement des chasseurs de tête pour m'ouvrir à d'autres métiers. Et en fait, c'est en discutant avec l'un d'entre eux que je me suis dit, mais c'est un métier qui pourrait m'intéresser, qui pourrait me convenir. Et ayant moi-même expérimenté un domaine qui était la finance, ça paraissait évident que je pouvais aider des financiers ou des sociétés en finance à recruter. Mais ça, cette chance-là que j'ai eue, qui à un moment a été assez évidente pour moi lorsque j'ai voulu faire ce changement de carrière, je l'ai eu parce que j'ai aussi eu à un moment la curiosité d'aller rencontrer des gens, d'aller discuter avec d'autres, de m'intéresser un peu à autre chose. Et ça, c'est pas évident, parce que souvent on a un peu perdu, plus on est jeune, en plus, plus ça nous paraît parfois un peu abstrait, les études, les différents métiers qu'il peuvent y avoir. Et en revanche, ce qui est super important, en fait, et ça, tout le monde en est capable, c'est justement d'être curieux, d'aller chercher l'information
et puis d'aller se confronter un peu aux autres pour justement apprendre un peu, finalement, profiter de l'expérience de chacun pour après avoir les bonnes idées. Et puis ça va être en essayant et en expérimentant à la fin qu'on se fera sa propre conviction. Et puis il faut aussi, je pense, être un tout petit peu patient et pas trop exigeant non plus avec soi-même. Parce que mine de rien, en tout cas moi ça c'est mon avis, hein, mais j'ai 31 ans et je pense que j'ai jamais autant évolué entre 25 et 30 ans. Ce qui fait que lorsque j'ai démarré mes études, je pensais faire un métier en particulier et finalement j'ai changé de route. Et aujourd'hui, de ce qu'on peut voir aussi, c'est que finalement beaucoup de gens et de plus en plus vont pas faire les mêmes métiers tout au long de leur carrière. Donc il faut aussi être capable d'avoir un peu cette agilité et de savoir un peu se remettre aussi en question pour justement après être bien dans ses baskets et donc trouver le fameux sens en l'occurrence. Je complète ce que tu viens de dire. Je pense qu'il faut aussi pouvoir saisir les opportunités. Ça, c'est en se confrontant justement à des expérimentations et des recherches que des fois, il y a une porte qui va vous être ouverte. Des fois, il faut la saisir. Et vous verrez que si votre objectif il est au fond de votre tête, vous allez réussir à pouvoir le retrouver. Moi, ça a été mon cas. J'ai toujours eu une admiration et quelque part une vocation pour l'engagement militaire. Pour autant, j'ai fait des études de géographie. Donc à la base, je suis géographe. Et au final, j'ai poursuivi mes études. J'ai pas forcément eu des parents qui voulaient tout de suite que je m'engage dans les armées. Mais néanmoins, j'avais ça en tête. Et puis j'ai poursuivi mes études. Et puis j'ai trouvé un travail. Et puis j'avais encore ça au fond de ma tête. Et puis un jour, j'ai eu l'opportunité de pouvoir enfin faire une préparation. Et puis je l'ai faite. Et puis j'ai adoré. Et ensuite, je me suis retrouvé face à un recruteur. Et puis j'ai été pris. Et en fait, voilà, 10 ans après le commencement de mes études, je suis engagé au sein de la marine. Donc en fait, voilà, les opportunités, je pense que c'est à compléter avec ce que tu viens de dire. Et justement, Arthur, est-ce que les entreprises ont saisi cette dynamique et est-ce qu'aujourd'hui la quête de sens est un enjeu pour les recruteurs? Ah oui, oui, mais c'est surtout en plus c'est un super moyen entre guillemets pour elle de faire la différence. J'ai un de mes clients qui dans son domaine qui est la fusion-acquisition, voilà. Eux sont devenus première banque d'affaires entreprise à mission. Et justement en fait ils font de plus en plus attention à ça pour justement apporter quelque chose d'autre que le simple métier, le simple salaire. À leurs employés et justement d'essayer d'effectuer ce métier d'une façon un peu différente. Donc oui, non, c'est quelque chose qui est vital. Toutes les boîtes en parlent, même les écoles de commerce aussi. Enfin, toutes les formations que vous allez pouvoir voir sur le salon vont vous parler de leur réseau d'associations qui vont vous permettre de vivre telle ou telle expérience. Vont vous parler, pourquoi pas, des engagements que vous pouvez avoir en parallèle de vos études, des voyages à l'étranger, toutes ces choses-là. Et les entreprises, effectivement, dérogent pas à la règle. Et j'ai même envie de vous dire que parfois, les profils, allez, je veux dire, un peu originaux, ou du moins qui peuvent un petit peu apparaître comme différents, sont souvent même très bien vus des recruteurs. En tout cas, moi, là, j'ai un de mes candidats qui a fait Saint-Cyr, donc une école militaire, et puis qui finalement a après enchaîné dans un parcours en finance. Typiquement, c'est un profil, lorsque je l'ai présenté à mon client, lui a tout de suite perçu, ok, ça va être quelqu'un qui est engagé, qui a l'esprit d'équipe, enfin bref, qui va être le collègue idéal. Et donc justement, il faut savoir aussi un petit peu capitaliser sur toutes ces différentes expériences, parce que les employeurs vont y être très sensibles. Et au-delà de ce que vous dites, ou de ce que vous allez présenter sur votre CV, on va aussi un peu analyser ça et lire un peu le sous-texte. Et justement, dès que vous êtes un petit peu différent, vous êtes capable de montrer justement que vous n'êtes pas uniquement un étudiant avec telle formation, mais quelqu'un qui, entre guillemets, peut poser davantage de questions, un peu plus réfléchi, ou peut avoir des convictions, des engagements un peu différents, ou qui peuvent sortir un petit peu de la norme, c'est plutôt une richesse. Et justement, en parallèle de cette quête de sens, on parle aussi des soft skills, ce dont vous parliez un petit peu en filigrane. Mais justement, on dit que ça a une importance de plus en plus forte et qu'effectivement, ça montre la valeur d'une personne. Et je pense que c'est très fort en plus auprès de l'armée. Comment justement ces compétences sont mises en avant et est-ce que justement, par exemple dans l'armée, c'est quelque chose de très central? Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez quand vous recrutez des jeunes et qui va justement avec cette notion d'engagement, le fait de savoir se coller dans un collectif, d'arriver dans un collectif, comment justement sont utiles ces soft skills?
Alors déjà, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de le dire. Moi, souvent, j'ai des étudiants ou des candidats qui, à la fin d'un entretien, me disent: «Ah, au fait, je suis chef scout». Je lui dis: «Mais il aurait fallu me le dire, parce qu'en fait, c'est génial. N'ayez pas peur». Moi, si je parle de mon travail au quotidien, donc je suis, en plus d'être chargé de relations école, je suis aussi un peu adjoint au recrutement officier, donc je fais passer des entretiens pour des étudiants. Et ce qui va compter beaucoup, surtout pour le recrutement officier, mais de manière générale dans la marine, c'est votre engagement dans des associations, dans des clubs de sport. Si vous êtes scout, si vous avez fait des jobs saisonniers, en fait, si vous en voulez, si vous êtes motivé, si vous êtes, en fait, même des grandes études peuvent passer derrière, puisqu'en fait, sur 50 CV qui seront plus ou moins équivalents, la personnalité, votre personnalité, à travers vos expériences engageantes, pour nous, c'est extrêmement important, parce qu'on sait sur qui on va compter, on sait sur qui on va miser. Pour rebondir là-dessus, petite anecdote, il y a quelques années, c'était pour mon stage de fin d'études. À l'époque, donc l'équipe, donc c'était dans une banque étrangère, ils avaient reçu plus de 900 CV. Et sur les 900 CV, en fait, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient rappelé 50 personnes pour passer un test écrit. Sur les 50 qui avaient passé le test écrit, ils en avaient rappelé 10 qui avaient la chance, entre guillemets, de venir, de se présenter, de défendre leur candidature. Sur les 10, à la fin, ils en ont recruté 3. Donc j'ai eu beaucoup de chance de faire partie des 3. Mais ce que je sais, c'est que les 10 qui avaient été reçus étaient tous de base très bons. Voire même bien meilleurs que moi, parce que je connais mon parcours et tout n'était pas nickel. Et en fait, j'ai eu la chance de passer. Je pense que si je suis passé, justement, c'est par rapport à ces soft skills-là. C'est qu'en fait, effectivement, lorsque vous allez être reçu pour les entretiens d'école ou même pour des entretiens de stage ou de boulot, globalement, si on vous reçoit en entretien, c'est qu'on considère que sur le papier, vous êtes compétent. C'est qu'on considère que vous avez votre place ici. En revanche, durant l'entretien, ce qu'on va vouloir faire, c'est une sélection, parce que très souvent, c'est un concours, il y a un nombre de places limité. Et donc, on va chercher à aller recruter la meilleure ou le meilleur. Et donc, par rapport à ça, la différence, ça ne va pas se faire sur des questions techniques ou de la pure compétence, parce que souvent, les gens ont des niveaux qui sont relativement proches ou similaires. En revanche, ça va se faire, comme vous disiez, justement, sur ce que vous avez fait en dehors, qui vous êtes finalement, comment vous réfléchissez, ce qui vous intéresse dans la vie, comment vous arrivez à vous projeter pour la suite. Et c'est uniquement comme ça qu'on fait la différence, parce que c'est à ce moment-là, vous allez pouvoir donner un petit peu de vous et justement montrer un peu finalement qui vous êtes concrètement, quoi. Et justement, Pierre, quand on parle des métiers de l'armée, on a souvent une image d'un soldat ou des images un peu préconçues. Mais j'imagine, mais en plus, on en a parlé hier sur une autre conférence. Il y a plein d'autres métiers sur lesquels on peut s'engager dans la marine, par exemple. Est-ce que vous pouvez un peu nous les définir et quel est ce lien aussi avec la quête de sens sur ces métiers-là en particulier? Bien sûr. Alors en fait, dans la marine, ce qui est assez extraordinaire, c'est que vous pouvez à la fois retrouver des métiers très proches à ceux du civil, comme informaticien, électronicien, cuisinier, voilà, des métiers un peu plus standards, entre guillemets. Et en même temps, vous pouvez aussi trouver des métiers très spécifiques à la marine, comme guetteur sémaphoriste, comme détecteur, comme plongeur, donc des métiers très particuliers. Et en fait, tout ça se fait dans un environnement hors norme, puisque la marine, c'est des opérations sur toute la surface du globe. Et pour ça, il faut aussi, comme je le disais en début de conférence, connaître les missions de la marine, connaître ses enjeux, se renseigner en fait de soi-même sur le sens de la mission globale, qui donnera beaucoup plus de sens sur la mission de mes tâches en tant que plongeur des mineurs pour, je sais pas moi, une épave échouée au fond de l'eau, aller la récupérer, etc. C'est quelque chose qui est facilement explicable comme ça, mais en fait, dans les faits, c'est beaucoup d'entraînement, c'est des conditions physiques particulières, c'est sauter dans l'eau froide, etc. C'est pas facile, et pour ça, il faut être motivé par le sens de la mission, tout simplement. Et justement, si on télescope un petit peu ça au monde de l'entreprise, est-ce que c'est important pour un jeune qui, par exemple, intègre une entreprise, mais aussi pour le cas pour une formation scolaire et après le bac, est-ce que c'est important d'être motivé par ce qu'on fait et est-ce qu'on le fait mieux?
Au-delà d'être motivé, enfin oui, je pense qu'on n'arrive pas à grand-chose quand on n'est pas motivé, mais en fait c'est surtout d'être convaincu par ce qu'on fait. C'est-à-dire quand je dis convaincu, c'est de comprendre pourquoi on le fait. C'est vrai que bon, j'ai eu l'occasion de rencontrer aussi pas mal d'étudiants qui malheureusement vont faire des études presque parce qu'on leur a dit d'en faire, ou alors vont suivre tel master parce qu'on leur a dit de le faire, vont faire une classe prépa parce qu'on leur a dit d'en faire une, et en fait n'ont pas intégré ce qui était la suite. Et son parcours, faut l'imaginer un peu sur le temps long, c'est-à-dire effectivement, je fais une classe prépa pour faire telle école après, pour potentiellement faire telle formation qui m'amènera à faire tel métier. Alors après, les choses vont bouger parce que vous êtes jeune, donc vous avez le temps entre guillemets, de grandir, de mûrir, et puis de découvrir aussi d'autres choses. Mais c'est d'essayer d'avoir une trajectoire, d'avoir un objectif à court, moyen, long terme pour justement derrière vous être pleinement convaincu en fait par ce que vous allez faire. Et c'est ça, je pense, le plus important. Parce que là, on parle de sens. Alors, il y a voilà, le sens du drapeau, par exemple, dans l'armée, pourquoi pas. Mais ça peut être pour une ONG, ça peut être, on peut imaginer tout un tas de causes. Mais vous avez des métiers qui peuvent apparaître comme avec peut-être moins de sens. Mais en fait, si vous êtes convaincu par l'intérêt de ce métier pour vous, c'est déjà suffisant pour bien le faire. Et ce qui est important, en fait, finalement, c'est peu importe la formation ou le métier que vous ferez derrière, c'est surtout de bien le faire et d'être convaincu par le fait que c'est ce qui va vous permettre d'être heureux. Et ça, pour le coup, ça demande effectivement d'avoir un peu réfléchi, d'avoir pris le temps de se poser les bonnes questions pour justement être convaincu par ce qu'on fait. Et c'est que comme ça qu'on peut réussir. Et justement, on sait que c'est très dur de faire un choix à 16-18 ans. On estime toujours que c'est un peu trop tôt, tout ça. Mais quel conseil tous les deux vous donneriez justement à un jeune qui hésite sur son parcours aujourd'hui, en se disant je ne sais pas trop ce que je veux faire, mais il faut quand même choisir. Donc qu'est-ce que vous donneriez comme conseil? Peut-être au début s'ouvrir les portes. C'est-à-dire quand on hésite et qu'on ne sait pas trop, effectivement, ça va être de viser des choses peut-être plutôt larges. Et puis ce qui est sympa, c'est que ça soit dans les universités ou dans les écoles, vous avez la possibilité de prendre des options, enfin pourquoi pas même bifurquer aussi en fonction des départements ou des chaires d'université. Et donc à la fin, en fait, il faut voir ça un peu comme un entonnoir, c'est-à-dire qu'un entonnoir renversé où vous visez un peu large, et puis au fur et à mesure des années, vous allez affiner. Et puis à la fin, vous arriverez globalement un peu à l'objectif que vous êtes fixé. Ce qu'il faut en fait, c'est de surtout pas rester passif, c'est-à-dire ne pas savoir ce qu'on veut précisément faire à, je sais pas, 22, 24, 26, 28 ans. Ça peut ne pas être dramatique et ça ne l'est pas. En fait, ce qui est important, c'est par contre d'essayer d'aller au moins chercher ce qui va vous intéresser, parce qu'au pire, au début, vous allez simplement éliminer des choses. Et finalement, vous allez réduire un peu le champ des possibles, et donc à la fin, vous allez augmenter vos chances de réellement trouver ce qui vous plaît. Et c'est en étant constamment un peu proactif sur cette fameuse recherche et finalement cette quête de sens que vous allez maximiser vos chances pour justement après arriver là où vous avez envie d'être et là où vous devez être. Parce que c'est ça le plus important à la fin, c'est d'être au bon endroit. Et Pierre, la même question. Quel conseil vous pourriez donner, vous, justement, à un jeune qui hésite? Je pense que tout a été dit, il faut être proactif. Il faut, non mais c'est vrai, il faut ne pas se fermer de porte. Tu disais en ouvrir un maximum, mais je pense qu'aussi il faut ne pas s'enfermer. Il faut être ouvert au débat, aux discussions. Il faut partager les rencontres, partager les expériences et multiplier les rencontres. Je pense que si vous restez dans votre chambre toute la journée, vous n'allez pas créer beaucoup de choses. Mais en fait, une discussion avec une personne sur un salon comme celui-ci, par exemple, ça peut vous emmener sur une entreprise qui peut vous intéresser, sur un poste, pourquoi pas, qui peut vous être proposé. Et c'est des opportunités comme ça. Donc ça, vraiment, il faut le saisir. Et puis derrière, allez aussi, allez de vous-même chercher quoi. Une préparation militaire peut créer une vocation chez vous, mais ça peut être aussi aller faire un job saisonnier dans les vignes ou comme maçon, où en fait vous allez vous rendre compte de la valeur de l'effort, la valeur de l'argent aussi, à quoi ça correspond, 8, 10, 20 euros de l'heure. Et puis derrière, moi je sais que je veux faire ça, ou moi je sais que je veux pas faire ça. Donc, comme tu le disais, soyez proactifs. Et justement, Arthur, on sait que, donc, encore une fois, que ce moment est compliqué. On peut faire une erreur, mais justement, vous, en tant que dans un cabinet de recrutement, vous voyez beaucoup de personnes qui ont bifurqué dans leur carrière. Est-ce que justement, on peut se tromper et quand même être tout à fait, enfin, se tromper en termes d'études et quand même s'épanouir complètement dans le monde du travail en justement trouvant plus tard sa voie?
Ah oui, non, bien sûr. Et puis surtout, en plus, ce qui est sympa, c'est qu'aujourd'hui, je trouve que les gens enfin, sont beaucoup plus ouverts à ça, à accepter effectivement des gens qui ont eu des parcours un peu différents. Alors tout à l'heure, on parlait des grandes entreprises, par exemple, ce qui est vachement sympa. Moi, j'ai un de mes grands copains qui est dans un grand cabinet d'audit, et lui, en 6 ans, il a fait 3 métiers différents. Il a été dans 3 équipes différentes qui avaient chacune 3 activités bien particulières. Et ce qui est sympa, c'est que justement, parfois, dans les grandes sociétés, vous pouvez aussi avoir ce genre de possibilités. Je pense qu'avec l'armée, à mon avis, ça doit être également possible. Et puis après, par rapport au parcours, en fait, ce qui va être très important, ça va être parce que connaître l'échec, finalement, ça fait partie de la vie. Et j'ai même envie de dire, c'est presque rassurant des gens qui ont déjà échoué, parce qu'au moins, on se dit qu'ils seront capables de rebondir. Euh, le tout, par contre, c'est lorsque ça vous arrive, c'est effectivement d'être capable, pardon, de l'expliquer, d'être capable de comprendre pourquoi ça a éventuellement mal fonctionné, et surtout de vous dire derrière comment rebondir, et surtout par quels moyens en fait finalement je vais pouvoir trouver la solution. Donc oui, moi on a des candidats qui ont, je sais pas, eu 4 ans d'expérience, ça s'est très bien passé. Puis ils ont rejoint une autre boîte où malheureusement ils n'ont pas validé leur période d'essai, donc forcément il s'est passé quelque chose. Et puis ils ont changé de structure, et puis finalement ils sont plus là, ils sont plus si heureux là où ils sont. Bon, le parcours il n'est pas complètement nickel. En revanche, eux sont capables de le justifier, d'en parler très calmement, très sereinement, et donc là c'est rassurant. Et en fait c'est surtout ça qui va être important, c'est justement ne pas chercher à cacher absolument les choses, au contraire, mais ça va être de montrer qu'on est capable de rebondir et surtout qu'on a bien compris pourquoi ça avait éventuellement péché à un moment. Et Pierre, justement, il y a aussi cette notion de rebond dans les métiers de Bien l'armée, sûr. de la marine. Bien sûr, alors la notion de rebond, la notion de résilience, hein, c'est comme ça qu'on peut appeler ça. Cette façon de vous remettre en question, d'accepter les échecs, de ne pas reporter la faute tout le temps sur l'employeur qui n'a pas été sympa, sur l'environnement en fait qui vous accable. En fait, des fois, c'est simplement vous, mais vous ne pouvez pas le voir. Donc, il faut l'accepter, mais c'est pas facile. Hein, c'est pas facile. Je suis aussi passé par là. Mais cette notion de résilience, elle est essentielle pour nous dans la marine à tous les échelons. Pour l'opérateur qui se remettra pas en question, c'est un opérateur qui refera un échec, qui n'apprendra pas de ses erreurs. Et pour les officiers, c'est pareil. C'est quelqu'un qui manage pas bien, c'est quelqu'un qui n'arrivera pas à faire avancer son équipe, son personnel. Donc c'est une notion qui est essentielle et il faut vraiment accepter les échecs comme une opportunité. Ouais, et puis tout le monde en fait connaît les échecs et ça dépend toujours aussi beaucoup du contexte. Si allez, je tente une petite comparaison un peu dans le monde du foot. Par exemple, prenez le PSG ces dernières années, vous avez eu des très très grands joueurs qui ont eu des carrières fabuleuses. Certains ont plutôt déçu au PSG. Pourtant, est-ce que ça remet réellement en question leurs compétences ou leur qualité footballistique? Je suis pas certain. C'était peut-être que le contexte n'était pas favorable pour eux. Et en fait, ça, ce qui est intéressant, c'est aussi de se dire, vous, dans le monde de l'entreprise, ou même durant vos entretiens ou dans votre carrière future, bah, parfois ça ne se joue pas à grand-chose et il suffit que vous soyez dans un contexte qui ne vous convienne pas ou qui ne soit pas adapté. Malheureusement, bah, peut-être que l'expérience ne se passera pas aussi bien que vous l'espériez. Et en fait, ça ne veut pas forcément dire que vous n'êtes pas une bonne personne, ou que vous n'êtes pas compétente, ou que vous n'avez pas le bon profil. C'est simplement que dans ce contexte-là, malheureusement, ça s'est moins bien passé pour vous. Mais ça arrive pour tout le monde. Et vous voyez, même ces très grands joueurs ont connu aussi des échecs. Donc finalement, tout le monde en connaît. Sauf si vous voulez réagir. Non, je voulais juste peut-être conclure sur un petit point. Je voulais m'adresser vraiment à tous les jeunes qui sont là. Moi, je suis vraiment content de vous rencontrer là, sur nos stands. C'est une bonne démarche que vous avez de venir ici, que vous soyez seul ou accompagné. Des fois, vous ne savez pas forcément trouver les mots, vous ne savez pas forcément vous présenter ou poser les questions. Mais c'est pas grave, vous êtes là et c'est vraiment important. Vous allez chercher l'information et continuer dans cette démarche. Soyez, comme on le disait tout à l'heure, soyez proactifs. N'ayez pas peur de vos échecs, n'ayez pas peur de vos craintes et venez parler avec nous. Vous verrez qu'en fait, les choses peuvent se délier, se dérouler beaucoup plus facilement que prévu. C'est super, c'est un très beau message, merci. Est-ce qu'il y a des questions éventuellement pour Arthur ou Pierre? Dans le cas contraire, ils seront disponibles devant le petit endroit des conférences pendant quelques minutes. Je vois pas de main qui se lève. Ah,
Concrètement, pour un jeune qui est plutôt lycéen, qui ne sait pas du tout où il va, c'est quoi sa manière à lui d'être proactif? Bah, si je prends par exemple mon cas personnel, est-ce que pendant les vacances d'été, est-ce qu'il part en voyage ou est-ce qu'il travaille? Est-ce qu'il essaie de chercher des jobs? Est-ce qu'il est dans une association sportive? Est-ce qu'il est, je sais pas, par exemple scout? Est-ce qu'il est dans un club de sport type rugby, tennis? En fait, c'est multiplier ça, c'est de se donner une sorte de rigueur. Voilà, tous les mois, tous les ans, je répète un peu la même chose et j'essaie de m'y tenir en essayant de gravir un peu les échelons de là où je suis. Ouais, en fait, pour un lycéen, c'est vrai que c'est moins, peut-être un peu moins évident. Moi, je me rappelle quand j'étais étudiant, par exemple, ça c'est un truc qui est de plus en plus commun, c'est LinkedIn, c'est votre meilleur ami, c'est-à-dire que vous allez approcher les gens, vous leur demandez éventuellement de vous accorder quelques minutes au téléphone, ne serait-ce que pour parler d'un métier. Ça, moi, je le faisais beaucoup, en tout cas pour trouver mes stages. C'est vrai que quand on est un peu plus jeune, on n'est pas encore à ce niveau-là. Et là, je pense que la clé, effectivement, déjà, ça va être de se construire soi-même avant d'aller effectivement un peu réseauter. Donc, c'est de pas de passer sa journée sur Netflix, mais effectivement d'aller vivre des choses. Donc, ça peut être le sport, un stage d'été, enfin peu importe. Et après, ça va être surtout aussi cette curiosité dans le milieu familial, les amis de ton grand frère, enfin peu importe. Effectivement, d'aller poser les bonnes questions. Et là, pour le coup, ça demande d'être effectivement un peu curieux, de pas avoir peur de poser peut-être des questions un peu stupides au début. Mais justement, en fait, d'avoir cette curiosité-là. Et là, pour le coup, c'est presque un état d'esprit en fait, qu'il faut avoir. C'est-à-dire que quand on a effectivement 16-17 ans, les histoires de formation après le bac, ça peut paraître encore un peu loin. Mais pourtant, en fait, ça va finalement assez vite arriver. Et ça, pour le coup, à 16 ans, on est capable de comprendre que, effectivement, telle formation peut offrir un tel métier, que faire une école de commerce, ça va vous ouvrir tel champ de possibilités, qu'au contraire, peut-être, les métiers de l'ingénierie, ça va demander un parcours différent. Et en fait, ça va être déjà de commencer par là. Mais ce qu'il faut, c'est pas de se mettre la pression de j'ai 16 ans, qu'est-ce que je veux faire comme métier tout de suite. Non, c'est d'abord quel univers m'intéresse et après d'affiner, d'y aller progressivement. C'est ça, je pense, la clé. Et à cet âge-là, pour répondre très concrètement, c'est vraiment être curieux et ça va être avec les amis des parents, les grands cousins. Enfin voilà, il faut démarrer par là à un moment. Y a-t-il d'autres questions? Non. Merci beaucoup à vous deux. Merci à vous. C'était très intéressant. beaucoup. Merci beaucoup.